Bonjour chers amis, depuis le début de la crise du Covid-19, j'ai pris l'habitude d'enregistrer mes émissions hebdomadaires à Radio Salve Regina sous forme de vidéo également, ce qui fait que chaque semaine, mon émission hebdomadaire, Panorama Info, est diffusée sur les ondes de la radio le jeudi matin à 9 h, puis à nouveau à midi et demi, puis à nouveau le samedi à 17 h. Et de mon côté, je diffuse la version vidéo de l'émission sur ma chaîne YouTube Hervé TV. À ce propos, j'aimerais vous demander instamment, en tout cas à ceux qui apprécient mes émissions ou certaines de mes émissions, de bien vouloir cliquer sur subscribe, abonnement, afin de devenir donc un abonné de ma chaîne TV, Hervé TV. C'est gratuit et plus j'ai d'abonnés, plus mes émissions, plus mes vidéos ont un impact sur Internet. C'est ce que j'ai horreur de ce terme, mais c'est ce que certains appellent faire le buzz. Mes émissions jusqu'à présent ne font pas vraiment le buzz, elles sont vues par quelques dizaines de personnes, quelques centaines, parfois quelques milliers, quand je parle de sujets brûlants. Mais j'aimerais bien sûr avoir davantage d'abonnés et davantage de vues. C'est important pour l'impact de ces vidéos, surtout quand il y a une vidéo qui vous plaît ou dont vous partagez les analyses qu'elle contient. S'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne et aussi de partager la dite vidéo sur les réseaux sociaux et par courriel ou autre dans vos réseaux respectifs. C'est important pour moi, donc je me donne beaucoup de mal pour faire vivre cette chaîne Hervé TV. S'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur j'aime quand vous aimez mes vidéos. Après cette page de publicité, je reviens au sujet. Donc hier, il y a eu un incident quand j'ai enregistré mon émission hebdomadaire dans les studios de Radio Salve Regina au couvent Sant'Antone de Bastia. C'est que j'ai parlé dans le vide parce que je ne m'étais pas rendu compte que la mémoire de mon téléphone était presque pleine et donc l'enregistrement vidéo s'est interrompu en pleine émission. Donc c'est pourquoi je n'ai pas diffusé de vidéo cette semaine, enfin en tout cas jusqu'hier comme d'habitude, et que je suis obligé de me rattraper ce matin depuis chez moi. Je vais donc répéter ce que j'ai dit hier pour les auditeurs de Radio Salve Regina. Alors, j'ai commencé par donner des nouvelles de notre petit projet en faveur des Enawe, ce peuple autochtone d'Amazonie brésilienne qui vit dans un petit village donc de la Grande Forêt, à plusieurs heures de route de la ville la plus proche, plusieurs heures de piste devrais-je dire, et où il n'existe qu'une école temporaire qui n'est pas encore soutenue par les autorités, que ce soit par l'État du Mato Grosso ou par les autorités fédérales brésiliennes. C'est une école faite de briques et de broc, où des enseignants Enawe assurent donc l'éducation des enfants et des adolescents du village, en langue Enawe, mais aussi ensuite, une fois qu'ils ont appris à lire et à écrire, en portugais, qui est la langue officielle du Brésil. Alors, j'ai tenté de mener plusieurs actions pour soutenir financièrement cette école, et l'une de ces actions a été de créer une cagnotte en ligne sur un site spécialisé
dans les cagnottes qui s'appelle litchi.com. J'ai créé cette cagnotte en octobre dernier. Elle devait clôturer le 31 décembre 2021. Cette cagnotte s'appelle Une école pour les enfants Enawene Nawe. Donc avec ces deux informations, litchi.com, une école pour les enfants Enawene Nawe, il est facile de la retrouver sur le site de Litchi. Donc au 31 décembre 2021, nous avions rassemblé 770 €. Et je profite de cette émission pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à cette cagnotte. Mais bien sûr, 770 €, ce n'était pas l'objectif que j'avais fixé. J'aurais voulu atteindre 4000 €. Cette cagnotte est destinée à acheter du matériel scolaire, des cahiers, des livres, des crayons de couleur, des stylos, de la craie et, si nous avions suffisamment d'argent, des tableaux blancs et des marqueurs, parce que la pluie et l'humidité sont les ennemis de la craie et en Amazonie, il pleut beaucoup. Et aussi, toujours à cause de l'humidité permanente qui règne dans cette région, j'aurais voulu acheter de grands coffres en plastique étanches qui coûtent 15 ou 20 € dans nos supermarchés européens et qui sont aussi disponibles bien sûr au Brésil. Ces grands coffres permettraient de stocker les cahiers et les livres. Parce que quand il pleut beaucoup dans ces abris provisoires qui constituent l'école, dont les toits ne sont faits de chaume, parfois renforcés par des bâches en plastique, naturellement, les cahiers ne survivent pas longtemps et les livres non plus. C'est pourquoi j'aurais voulu donc pouvoir stocker ces cahiers et ces livres dans des coffres en plastique. Alors, au vu de cette somme, 770 €, en accord avec mes partenaires ici, mais aussi partenaires sur place, en particulier Kawali, l'un des enseignants et l'un des responsables de cette communauté autochtone, nous avons décidé de la prolonger, au moins jusqu'au 31 janvier 2022. Donc, encore environ 3 semaines. Je vous lance donc un nouvel appel, chers amis, pour aller sur litchi.com et donc, en quelques clics, vous pourrez laisser 10, 20, 30, 40 €, ce que vous voulez, pour faire augmenter un petit peu cette somme. J'aimerais au moins que nous dépassions les 1000 €. Et si l'objectif de 4000 € pouvait encore être atteint, j'en serais très heureux. Naturellement, une fois que cette cagnotte sera fermée et que j'aurai reçu la somme en question, je l'enverrai immédiatement sur place et je vous rendrai compte, par le biais d'émissions, radio et vidéo, par le biais de photos publiées sur Facebook et sur les réseaux sociaux, je vous rendrai compte de l'exécution de ce projet et des achats réalisés. Encore que Facebook, maintenant, je m'en méfie, parce que j'ai tenté de faire connaître la cagnotte sur Facebook, ça m'a valu d'être bloqué pendant 24 heures, parce que j'avais osé publier des photos de l'école où l'on apercevait dans un coin de photo une adolescente à la poitrine dénudée. On la voyait à peine. Mais bon, ça a suffi pour me faire bloquer pendant 24 heures et pour me faire tancer par la censure imbécile de Facebook. Donc maintenant, j'évite de publier des photos de personnages
en ce qui concerne cette ethnie Enaoné-Naoué, de publier des photos d'eux, donc, sur Facebook. Alors, j'ai également reçu des nouvelles tout récemment, avant-hier, du village, Kawali. Je me suis longuement entretenu avec lui. Il y a un problème énorme en ce moment, c'est un problème d'épidémie de grippe. En tout cas, ça semble être de la grippe. Dans la journée d'avant-hier, il y a eu 200 patients qui se sont présentés au poste de santé, majoritairement des femmes et des enfants, souffrant donc des symptômes de la grippe. Il semblerait que ce ne soit pas le Covid-19. Et ce poste de santé, il n'y a qu'une infirmière. Le médecin est absent. Une infirmière assistée par deux assistants. Et le poste de santé manque des médicaments essentiels pour faire face à cette épidémie de grippe. Donc ça complique encore la situation. Si la cagnotte avait le succès souhaité, naturellement, je souhaiterais aussi pouvoir contribuer à l'achat des médicaments qui font défaut. Voilà ce que je voulais dire au sujet de notre petit projet en faveur des Enaoné-Naoué. Et je voudrais en venir maintenant au sujet de l'émission de cette semaine. Nous allons rester en Amérique, mais nous déplacer un peu vers le nord pour parler d'un petit pays, le seul pays francophone des Amériques, seul pays francophone indépendant. Je veux parler de la République d'Haïti. Haïti a célébré samedi dernier, 1er janvier, sa fête nationale, anniversaire de la proclamation de son indépendance, arrachée à la France en 1804. Mais les commémorations officielles ont tourné court dans la ville des Gonaïves, à quelques 150 km au nord de la capitale Port-au-Prince. Des affrontements ont en effet eu lieu entre la police et des membres de gangs armés. Le Premier ministre, qui avait fait le déplacement, malgré les menaces, a dû être évacué par hélicoptère de la cathédrale et il est donc rentré à Port-au-Prince sans avoir pu faire le discours qu'il avait prévu de faire. La violence politique a donc encore une fois marqué le début de cette nouvelle année, comme elle l'avait fait tout au long de l'année 2021, culminant avec l'assassinat du président Jovenel Moïse par un commando de mercenaires, majoritairement colombiens, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Ce commando était, semble-t-il, lié au cartel de la cocaïne et de l'héroïne de Colombie. Haïti semble en effet être devenu une plaque tournante majeure pour la drogue à destination des États-Unis. Ce commerce prospère grâce au fait qu'un grand nombre de politiciens, d'hommes d'affaires et de membres des forces de l'ordre ont été achetés par les cartels de la drogue et qu'ils utilisent leur pouvoir pour faciliter le transit de cette drogue vers les États-Unis. La violence en Haïti n'est malheureusement pas une nouveauté, puisqu'elle fut une constante de toute l'histoire du pays, depuis la période coloniale et l'esclavagisme, depuis la guerre d'indépendance. Toutes ces périodes ont été marquées par une extrême violence. Après l'indépendance, la violence a continué durant les 218 années de cette indépendance. Guerre civile, coup d'État, dictature, occupation états-unienne, occupation militaire de 1914 à 1934 et résistance à cette occupation. Dynastie
dictatoriale et prédatrice des Duvalier, suivie par l'instabilité politique, de nouveaux coups d'État à répétition, des élections aux résultats contestés, une corruption généralisée, la terreur des gangs armés qui font la loi et qui kidnappent dans tout le pays, et une autorité de l'État quasiment inexistante. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, Haïti n'a plus de président, puisque le président du Sénat, qui aurait dû assurer l'intérim, était lui-même décédé des suites du Covid-19 quelques semaines avant l'assassinat du président. C'est donc le Premier ministre, Ariel Henry, qui tente, envers et contre tout, de diriger le pays depuis lors. C'est ce Premier ministre qui, nous l'avons vu, a dû être évacué des commémorations de l'indépendance à Gonaïves le 1er janvier dernier, et qui a ensuite dénoncé un complot contre sa personne. Haïti, comme déjà rappelé, est la première, la plus ancienne république noire. Bien avant les pays africains. Rappelons que sur le continent africain, c'est le Libéria qui a été la première république proclamée au XIXe siècle, mais bien après Haïti. Et qu'au XXe siècle, c'est le Ghana, en 1957, qui est devenu le premier État africain à obtenir son indépendance. Haïti, c'est aussi la première colonie à avoir défait par les armes le colonisateur pour lui arracher son indépendance. Je vais ouvrir des guillemets pour prononcer ce mot. Découverte par Christophe Colomb en 1492 et nommée par lui Hispaniola, l'île fut longtemps espagnole dans sa totalité. Les Amérindiens disparurent complètement après avoir été réduits en esclavage, contaminés et massacrés par les Espagnols qui n'étaient intéressés que par l'or que recelait la partie orientale d'Hispaniola. Sa partie occidentale, dépourvue de minerais précieux, a été négligée par le colonisateur hispanique et il est devenu une sorte de repère de boucaniers, principalement français. La célèbre île de la Tortue se trouve au nord des côtes d'Haïti. Française depuis le XVIIe siècle, la colonie de Saint-Domingue, établie sur le tiers ouest d'Hispaniola, devint au XVIIIe siècle le joyau des possessions françaises d'outre-mer. Vers 1790, elle était aussi la plus riche colonie d'Amérique, en étant le premier exportateur de sucre au monde. Cette production sucrière était basée, bien sûr, sur l'exploitation d'une main-d'œuvre servile constituée d'esclaves, dont les conditions de vie étaient épouvantables. De ce fait, leur espérance de vie était fort limitée et il fallait les remplacer régulièrement. Jusqu'à 50 000 nouveaux esclaves étaient débarqués certaines années à Saint-Domingue, en provenance de l'Afrique. Il y en avait environ 400 000 sur l'île, soit 10 fois plus que de colons français. En 1791, inspirés par les principes et par les idéaux de la Révolution française, les esclaves finirent par se révolter sous la direction de Toussaint Louverture. En 1793, les commissaires envoyés par la République décidèrent d'abolir l'esclavage à Saint-Domingue. Cette décision
fut ensuite avalisé par la Convention à Paris et étendu à toutes les colonies françaises. Toussaint Louverture, nommé gouverneur de Saint-Domingue, parvint à rétablir la paix. En 1801, il promulgua une constitution que je qualifierais d'autonomiste. Ces réformes effrayèrent cependant le lobby créole qui fit pression à Paris sur le premier consul, Bonaparte. C'est Bonaparte qui décida d'envoyer à Haïti son beau-frère, le général Charles Leclerc, époux de sa sœur Pauline, à la tête de 30 000 soldats. L'expédition débarqua à Saint-Domingue le 20 janvier 1802. Toussaint Louverture fut démis de ses fonctions, arrêté en mai et déporté avec ses partisans en métropole. Le 25 août 1802, il fut interné au fort de Joux, dans le département du Doubs, une forteresse, et c'est là qu'il mourut d'une pneumonie, le 7 avril 1803. De mon point de vue, cela demeure une tâche indélébile en ce qui concerne la période napoléonienne. Une tâche honteuse, bien sûr. Quant aux compagnons de Toussaint Louverture, ils furent envoyés à Ajaccio, en Corse. Ils y ont subi une détention très dure pendant de longues années, tout en étant soumis quotidiennement au travail forcé, en particulier la construction de routes. Ce sont eux qui commencèrent à construire la route qui part d'Ajaccio vers le col de Vizzavona pour relier Bastia. La plupart des survivants furent ensuite intégrés au sein de l'armée impériale. L'arrestation et la mort de Toussaint Louverture ne découragèrent pas les combattants de Saint-Domingue. La guerre fut particulièrement horrible, avec des massacres commis de part et d'autre. Leclerc succomba aux fièvres en 1802. Lors de la bataille de Vertrières, retenez bien ce nom, Vertrières, le 18 novembre 1803, les troupes françaises commandées par le général Donatien Marie-Joseph de Rochambeau, fils du vainqueur de Yorktown, furent défaites par les insurgés, commandés par un ancien esclave, le général Jean-Jacques Dessalines. Rochambeau dut se résoudre à se rembarquer piteusement à Cap Français, devenu depuis Cap Haïtien, avant d'être capturé par les Anglais et de passer 9 années comme prisonnier en Angleterre. Notre mémoire collective française semble avoir oublié cette défaite humiliante. Austerlitz n'allait pas tarder à effacer le souvenir de Vertrières. Après sa victoire, Dessalines put proclamer unilatéralement l'indépendance de son pays, renommé République d'Haïti le 1er janvier 1804. Ni Bonaparte, ni ses successeurs n'acceptèrent de reconnaître cette indépendance. La France imposa même un blocus au jeune État, sans doute toujours sous la pression du lobby des planteurs qui réclamait une nouvelle intervention militaire à Saint-Domingue et le rétablissement de l'esclavage. À partir de 1814, le président Pétion engagea des négociations avec la France en vue de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Mais il fallut attendre 1825 pour que la France reconnaisse enfin l'indépendance de ce pays sous le règne de Charles X.
Cette reconnaissance ne vint qu'au prix de dures conditions. La France exigea en effet le paiement de dommages pour compenser la perte des grandes plantations. 800 plantations de canne à sucre avaient été détruites ainsi que 3000 plantations de café. Ces dommages furent estimés à 150 millions de francs or. J'ai bien dit 150 millions de francs or. Cette exigence fut appuyée par un déploiement de 12 navires de guerre français au large des côtes haïtiennes. Contraint et forcé, et afin de mettre un terme au blocus, le gouvernement haïtien dut s'engager à payer cette somme exorbitante, ce qu'il fit pendant les 122 années suivantes. Pour avoir un ordre d'idée de l'énormité de la somme exigée d'Haïti, comme prix de sa liberté, il suffit de se rappeler que l'immense Louisiane, qui s'étendait du golfe du Mexique jusqu'aux confins du Canada, fut vendue aux États-Unis pour la somme de 60 millions de francs or seulement. En 1838, cette somme faramineuse de 150 millions de francs or fut cependant réduite à 90 millions de francs or. Cette dette fut scrupuleusement payée par Haïti et la dernière annuité a été payée en 1947. Ainsi donc, alors que l'on ne parlait pas encore de la dette du tiers-monde, alors qu'en Afrique l'époque coloniale n'avait même pas encore commencé, Haïti croulait déjà sous le poids de sa dette, et ce, dès le XIXe siècle. Afin de rembourser la France, Haïti dut emprunter aux banques états-uniennes, allemandes et françaises à des taux d'usure. À peine né, l'État haïtien était au bord de la banqueroute. En 1900, 80% du budget national était consacré au remboursement de la dette. Ces sommes auraient pu être utilisées pour le développement du pays et pour le développement de son économie. Au lieu de cela, elles servirent à enrichir davantage les banques de pays développés. Afin de pouvoir faire face aux échéances, le gouvernement haïtien se livra à une exploitation maximale de son sol, et c'est ce qui explique, dans une large mesure, la presque totale déforestation du pays. La population rurale fut soumise à un quasi-esclavage, légalisé par le code rural, qui divisa durablement la société haïtienne entre une élite métisse et citadine et une majorité noire vivant à la campagne et corvéable à merci. La terre appauvrie et la déforestation firent que les phénomènes naturels y prirent des proportions catastrophiques, toujours plus catastrophiques. Les ouragans causent chaque année des inondations et des glissements de terrain, chaque fois plus meurtriers. En 2003, le gouvernement haïtien demanda à la France la restitution de 22 milliards de dollars, correspondant aux 90 millions de francs or et à leurs intérêts. En 2004, le président Chirac institua une commission de réflexion présidée par Régis Debray, dont le but était d'examiner l'histoire des relations franco-haïtiennes. L'une des conclusions de cette commission fut que la demande haïtienne n'était pas pertinente, tant du point de vue légal que du point de vue historique. Cruelle ironie, la ministre des Finances de l'époque a réclamé, au lendemain du tremblement de terre de 2010, une annulation rapide de la dette haïtienne. Madame Lagarde ignorait probablement que c'était précisément cette dette injuste, contractée en 1825, qui avait causé la situation chaotique
dans laquelle se trouvait le pays, et se trouve toujours le pays depuis des décennies. Si le remboursement n'avait pas été imposé à Haïti, cette nation aurait été davantage en mesure de faire face à la catastrophe qui l'a frappée en 2010. Notre flamboyant ministre des Affaires étrangères de l'époque, Bernard Kouchner, l'inénarrable Bernard Kouchner, a pour sa part proposé la tenue d'une conférence sur la reconstruction et le développement d'Haïti. Quant au président français à l'époque du tremblement de terre, il a retourné le couteau dans les plaies de ce malheureux pays, en affirmant que ce tremblement de terre était une chance pour Haïti de se sortir une fois pour toutes de la malédiction qui semblait l'avoir affligé depuis si longtemps. Sans doute Nicolas Sarkozy ignorait-il que cette malédiction était en fait une malédiction française. Ce n'est pas une conférence, une nouvelle conférence dont Haïti a besoin. Depuis le tremblement de terre, il est de bon ton dans les salons parisiens de s'offusquer de l'omniprésence des États-Unis ou des ONG états-uniennes dans cette ancienne colonie française. Mais avant de critiquer les États-Uniens, sans doute les Français devraient-ils d'abord faire leur propre introspection quant au rôle de leur pays sur cette terre des Caraïbes. Une loi avait tenté d'obliger nos enseignants à souligner les aspects positifs de la colonisation française, en particulier en Afrique du Nord, mais aussi ailleurs. Ces aspects positifs ont sans doute existé. L'Algérie, le Vietnam, le Sénégal et d'autres ont certainement hérité d'infrastructures, de certains acquis culturels. Ils ont également progressé dans le domaine de la santé à l'époque coloniale. Mais la France n'a rien légué de tel à Haïti. La Saint-Domingue coloniale était une terre d'esclavage, où des centaines de milliers d'Africains, après une épouvantable traversée de l'Atlantique, étaient exploités de manière éhontée, pour le plus grand profit de quelques grands planteurs français. Les Haïtiens d'aujourd'hui sont les descendants de ces esclaves. Non contente d'avoir laissé à Haïti un tel souvenir, la France de Charles X a ensuite irrémédiablement compromis l'avenir du pays en lui faisant payer un prix exorbitant pour sa liberté. Les États-Unis sont un pays voisin d'Haïti puisque les côtes haïtiennes sont à moins de 1000 km de celles de la Floride. Et c'est en Floride que plusieurs générations d'Haïtiens se sont installés et, pour certains, y ont prospéré. Il en va de même pour le Canada, qui a lui aussi d'étroites relations avec Haïti. Je rappelle que Michael Jean, d'origine haïtienne, a été gouverneur général du Canada, avant de devenir secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, avant malheureusement d'être congédié pour laisser la place à la loyale servante du dictateur sanglant Paul Kagame, Louise Mushikiwabo, à l'instigation d'Emmanuel Macron. Durant le tremblement de terre, c'est d'ailleurs le Canada qui a perdu le plus grand nombre de ressortissants. Qu'en est-il en contraste des relations franco-haïtiennes? Sans doute, nombre d'intellectuels haïtiens considèrent-ils encore la France comme leur seconde patrie. La littérature haïtienne et la vie politique haïtienne ont toujours été fortement imbriquées,
à tous les stades de l'histoire d'Haïti. Les intellectuels haïtiens se sont tournés successivement ou simultanément vers la France, l'Angleterre, l'Amérique. Et ils puisent aussi aux sources des traditions africaines. Dans le même temps, l'histoire d'Haïti a toujours été un matériau riche d'inspiration pour la création littéraire, avec ses héros, ses soulèvements, ses cruautés et ses rites. Dès le début du XIXe siècle, Haïti est devenue une terre d'écrivains et de poètes talentueux, d'expression française ou créole. Louis-Philippe d'Alembert, Rodney Saint-Éloi et Dany Laferrière comptent parmi les grands noms de la littérature haïtienne actuelle. Dany Laferrière a d'ailleurs reçu le prix Médicis 2009 pour son roman L'énigme du retour, et le 12 décembre 2013, il a été élu à l'Académie française. L'aide de la France à Haïti est certainement beaucoup moins importante que celle apportée par les États-Unis ou le Canada, voire même par le Royaume-Uni. Jusqu'à la visite éclair de Nicolas Sarkozy au lendemain du tremblement de terre en 2010, aucun chef d'État français ou chef de gouvernement n'avait jamais mis les pieds dans ce pays. François Hollande s'y est rendu durant son mandat. Par contre, la France a longtemps servi de terre d'accueil à Jean-Claude Duvalier, alias Bébé Doc, qui, durant son exil en France, était sans doute le seul sans-papier circulant en Lamborghini. La France veut-elle vraiment et efficacement aider Haïti? Pour cela, il faudrait qu'elle prenne une décision qui l'honorerait, celle de rendre à ce pays martyr les 90 millions de francs or qu'elle lui a extorqués. Ce pourrait être sous la forme d'infrastructures, hôpitaux, écoles, universités, routes, ports, aéroports, de projets de développement ruraux, sans oublier le reboisement, indispensable si l'on veut vraiment éviter d'autres désastres à venir. Cela profiterait à la France, car des sociétés françaises, certainement, pourraient obtenir de gros contrats lors de ce remboursement. En accomplissant un tel geste, la France s'acquitterait enfin d'une lourde dette morale à l'égard d'Haïti. C'est seulement à ce prix qu'elle pourrait renouer des relations solides avec cette nation francophone et malgré tout encore francophile, de 10 millions d'habitants. Haïti pourrait être amené à occuper toute sa place aux côtés de la France au sein de l'Organisation internationale de la francophonie et devenir un phare de la francophonie aux côtés du Québec aux Amériques. Tant que ce geste n'aura pas été accompli, les Français, bien sûr, devraient s'abstenir de critiquer le rôle des États-Unis en Haïti. Voilà, chers amis, ce que je voulais dire au sujet d'Haïti, qui a célébré son indépendance le 1er janvier dernier. Il est des pages d'histoire que l'on a tenté d'occulter, mais dont il convient malgré tout de parler. Et cette indépendance, cette bataille de Vertrières, puis cette indépendance, ne devrait pas être oubliée. C'est donc l'objet aujourd'hui de cette émission. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir.